On va laisser la main à Mathieu. Mathieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es Oui, disponible? vous Eh bien, m'entendez? écoute, on t'entend. Très bien. Bon, bah, je vais lancer mon partage d'écran. Ouais. Et Euh, nous, on va se retirer pour te laisser la place. donc, normalement, vous voyez plus ma caméra. C'est bon. C'est bon. On voit ton partage. Très bien. À plus. Très bien. Bon, bah, du coup, enchanté. Donc, déjà, pour commencer, je voulais remercier donc l'AFUP de pouvoir vous présenter donc le Railway Flow Based Programming. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce concept, je ne suis pas l'auteur, mais c'est Anton Michok. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette présentation, c'est de vous introduire du coup à ce concept et de voir justement comment on peut l'implémenter en PHP. Alors, quelle est la problématique? Alors, ce qu'il y a, c'est que lorsque l'on parle de programmation dans son sens conventionnel, on se réfère en général à une approche orientée objet ou fonctionnelle. Et en général, le code est représenté donc sous une forme procédurale et séquentielle. Dans cette approche, le parallélisme n'est pas quelque chose qui est natif lorsqu'on conçoit le programme, et en général, ce sera une problématique qui se retrouvera en fin de projet lorsque l'on veut optimiser, par exemple, l'exécution lors des montées en charge. Et donc, on peut se poser la question, comment mettre en avant donc, ce parallélisme pour que ce soit quelque chose qui soit présent dès la conception. Ensuite, le deuxième point, c'est que le code, il sera souvent représenté sous une forme hiérarchique et structurelle, alors qu'on pourrait très bien en avoir une représentation en termes de flux de données d'entrée et de sortie. Et enfin, le code doit être simple à représenter visuellement. Alors, avant d'introduire le concept, eh bien, je vais vous parler de concepts sous-jacents et donc on va commencer par le flow-based programming. Le flow-based programming, c'est un paradigme de programmation qui a été introduit par Jean-Paul Ruger-Morrison dans les années 60. Il a été ensuite implémenté dans différents langages, à savoir JavaScript, PHP, C, par Henri Bergius. Et en fait, le principe du flow-based programming est d'exprimer un problème en termes de transformation de flux de données. C'est-à-dire, imaginons que nous sommes dans une entreprise, eh bien, on va avoir des boîtes noires et on va vouloir, par exemple, ici, dans notre cas, remplir une bouteille. Eh bien, on va passer par l'opération filler et ensuite, on va vouloir ajouter donc des capsules. On va passer par l'opération caper. Puis enfin, on va labelliser la bouteille avec l'opération labeller. Alors, il y a deux manières de représenter le flow-based programming. La première approche, c'est l'approche dite basse, c'est-à-dire l'approche business. Dans cette approche, on va étudier chaque composant. Donc, ce qu'on a vu, c'est des boîtes noires. Et pour chaque boîte noire, en fait, on va leur assigner une ou plusieurs entrées, donc des inputs, et une ou plusieurs sorties, des outputs. Chaque boîte noire on va pouvoir tester de manière unitaire chacune de ces boîtes noires. Et ce qui a aussi d'intéressant, c'est que chaque boîte noire est indépendante les unes des autres. Ensuite, nous avons l'approche dite haute, c'est-à-dire la partie communication logique. Et dans cette approche, eh bien, on va représenter les composants en les connectant les uns les autres à travers un graphe de données. Et donc, les points seront les boîtes noires et les graphes, en fait, seront les arêtes dans lesquelles, en fait, circuleront ce qu'on appelle des informations paquettes. Et donc, ce seront les flots de données qui vont, entre guillemets, constituer la représentation et donc l'exécution de notre programme. Et ce qu'il y a d'intéressant dans l'approche dite haute, c'est que le programme,
on récupère une vue qui est consistante, c'est-à-dire que lorsque je vais constituer mon graphique, eh bien, on peut imaginer que ce même graphique, finalement, est un programme qui a des entrées ainsi que des sorties. Et donc, on peut très bien prendre le résultat de ce graphique pour finalement constituer de nouveaux graphes qui seront interconnectés les uns les autres. Alors, quels sont les avantages du flow-based programming? Eh bien, un des premiers avantages, c'est que le parallélisme devient naturel. En effet, si dans mon graphique, donc ce que vous pouvez représenter ici, eh bien, si dans mon graphique, j'ai un flux de données qui fait en sorte que il y a une surcharge du traitement, eh bien, il me suffit tout simplement de dupliquer en fait les boîtes noires et de les scaler. Et donc, un autre avantage, c'est aussi que chaque composant à l'intérieur de ce graphique peut être très bien réutilisé dans un autre endroit. L'addition, on peut très bien la reprendre n'importe où dans le graphique. Et évidemment, donc chaque composant est aussi facile à tester de manière unitaire. Et alors, un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de problème associé au problème de mémoire et de partage de lock, puisque comme on a vu tout à l'heure, eh bien, chaque composant est indépendant les uns des autres. Et enfin, un dernier avantage, c'est que ici, on représente visuellement, donc en 2 dimensions, le graphique et donc le programme dans son ensemble. Alors, avant encore de vous parler du concept, je dois vous parler d'un autre concept sous-jacent qui s'appelle le Railway Oriented Programming. Alors, pour décrire ce concept, eh bien, ici, on va partir d'un exemple dans lequel nous avons une requête qui arrive. On va vouloir valider et canoniser la requête. Ensuite, on va mettre à jour les données utilisateurs par rapport à cette requête en base de données. On va envoyer un email de vérification pour dire que tout est bien. Et ensuite, pour terminer, on va retourner le résultat de la requête à l'utilisateur qui en a fait la demande. Alors, en programmation orientée objet classique ou fonctionnelle, eh bien, on va, par exemple, dans notre cas, décrire une fonction avec une injection de dépendance pour laquelle on va exécuter le traitement de manière séquentielle. Donc ici, j'ai ma requête, je valide avec le validateur le résultat de ma requête, je canonise l'email, je mets à jour la base de données utilisateur en fonction des entrées et j'envoie un email de confirmation avec le serveur SMTP. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici, par exemple, si, dans notre cas, on a un problème de validation? Eh bien, du coup, on va rajouter une condition. Et donc, on renvoie un résultat, donc requête pas valide. Qu'est-ce qui se passe aussi, par exemple, si on a un problème de connexion à la base de données? Eh bien, on va encapsuler notre code dans un try-catch. Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur n'est pas trouvé dans la base de données? Eh bien, encore une fois, on va rajouter une condition. Aussi, on peut avoir le cas de figure où les emails n'arrivent pas à être envoyés et donc on va ajouter un logger. Et donc, en fait, on voit que en fonction du temps qui va passer et du cahier des charges qui évolue, notre fonction et notre programme qui devient de plus en plus difficile à maintenir et à tester. Alors, qu'apporte le Railway Oriented Programming? C'est en fait une manière fonctionnelle de gérer les erreurs. Donc ici, vous avez le petit schéma. Vous pouvez voir que on a donc différents rails et pour chacun des rails, on va avoir une procédure dite verte, donc c'est là quand tout se passe bien, et la procédure rouge dès qu'il y a une erreur. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on va, lors de l'exécution du programme, eh bien, dès qu'il y a une erreur, on va directement passer dans le rouge et renvoyer l'erreur à la fin du rail. Et si tout se passe bien, eh bien, on exécute simplement la zone verte. Et dans ce schéma, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement,
on peut composer notre programme avec différents rails que l'on peut imbriquer les uns des autres et aussi qui sont facilement testables de manière unitaire. Et voilà, donc enfin, on va pouvoir parler du Railway Flow-Based Programming. Donc là, je vais vous en faire une introduction. Alors, pour faciliter l'introduction, je vais partir d'un exemple. Et ici, on va prendre comme exemple le fait qu'on a 3 opérations, donc ajouter 1, multiplier par 2 et soustraire 3. Donc, dans l'approche rail, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste un rail où on met les 3 opérations concaténées les unes aux autres. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter au-dessus un superviseur. Donc, ce superviseur, c'est un objet qui va instancier et qui va être en charge justement de exécuter les différentes parties du rail qui sont composées donc d'un producteur. Donc, c'est un élément qui doit se charger en fait de produire l'information. Ensuite, on retrouve notre rail et un rail d'erreur. Éventuellement, si j'ai des erreurs, tout sera géré là-dedans. Et enfin, un consumer, c'est-à-dire une opération qui est chargée en fait de consommer donc les données à la fin et ensuite de les traiter et de faire ce qu'il est convenu du consumer. Donc ça, c'est quelque chose de custom. Et donc, comment cela marche en pratique? Eh bien, j'ai un client qui va envoyer une information paquet. Donc, en fait, une information paquet, comme on a vu dans le flow-based programming, c'est une donnée structurée qui, ici, dans notre exemple, j'ai dit donc c'est number 3. Et en fait, on va voir que l'information paquet va être transformée à travers donc notre superviseur en passant par toutes les étapes. Donc, le producteur qui va récupérer en fait l'information paquet et va la transmettre directement à tous nos rails pour enfin arriver au consumer, puis être retourné directement par le client qui enfin récupère le résultat 5. Et donc voici concrètement donc une application, c'est le fait de pouvoir faire les choses en parallèle. C'est-à-dire je peux très bien avoir plusieurs clients qui font une requête simultanée donc de leur information paquet, donc au système, au superviseur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, chaque client envoie une ou plusieurs informations paquets. Et en fait, le traitement va être procédé donc, dans le superviseur et ensuite renvoyé directement tout à la fin en chaîne par le consumer pour renvoyer l'information paquet aux différents clients qui ont fait la demande. Et voici un cas de figure avancé de l'avantage d'utiliser le Railway Flow-Based Programming, c'est ces notions de parallélisme. C'est-à-dire, on peut avoir un phénomène qui s'appelle back pressure. Effectivement, imaginons que multiplier par 2, c'est une opération qui est coûteuse en calcul. Eh bien, à ce moment-là, je vais avoir plusieurs informations paquets qui vont saturer le flux de traitement de l'opération mult by 2. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais dire de scaler cette opération afin de fluidifier les échanges et donc rendre cette opération complètement fluide et donc éviter donc ce phénomène de blocage des informations qui circulent à travers notre rail. Et donc, ce qu'on peut aussi trouver d'intéressant, c'est qu'on peut par exemple scaler le rail d'erreur. Voilà, donc vous avez un aperçu donc du Railway Flow-Based Programming. Et maintenant, on va voir comment on peut implémenter cela en PHP. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup parlé de messages. Eh bien, en fait, moi, ça m'a tout de suite fait penser à Symfony Messenger, puisque je suis allé voir la documentation officielle de Symfony Messenger, et ça, c'est le schéma de la documentation officielle. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on peut assimiler exactement le schéma à ce qu'on a décrit précédemment, c'est-à-dire qu'on a un client qui va
envoyer une information paquet par une enveloppe, et en fait, on peut représenter l'enveloppe comme une information paquet. Et notre superviseur, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va instancier un produceur qui va s'assimiler à un receiver et un consumer qui va s'assimiler à un sender. Et en fait, nos différents rails, ce sera des handlers et aussi on aura le rail d'erreur qui sera assimilé à un handler. Donc ça, c'est pour la partie message. Par contre, il nous manque une information. Et cette information, c'est l'asynchrone. Alors, comment est-ce qu'on fait de l'asynchrone en PHP? Eh bien, du coup, donc là, je vais encore vous parler rapidement. On va utiliser les générateurs. Donc là, ce sera une approche assez rapide puisque c'est quelque chose que vous pouvez retrouver. Donc, je vous mettrai les liens, bien sûr, en fin de présentation. Un générateur, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un objet qui va être une boucle, une event loop. En fait, une event loop, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'event loop, elle va instancier un générateur. Un générateur, en fait, ça va être une instance qui va être considérée comme un itérateur. Et ce qui a la particularité des générateurs, c'est de pouvoir préciser des mots-clés comme yield. Et lorsque l'on tombe sur un mot-clé yield, eh bien, en fait, on va renvoyer la main donc de l'exécution à l'event loop. Et en fait, yield, ce sera une opération bloquante. Et donc, en fait, l'event loop, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attendre la fin de l'opération. Et lorsque l'on aura donc fait en sorte que l'opération soit dégagée, eh bien, l'event loop va redonner la main au générateur. Et c'est comme ça qu'on peut simuler, entre guillemets, l'asynchrone. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, du coup, pour utiliser cet asynchrone, je me suis servi de la bibliothèque AMP qui fait tout ça très bien. Et voilà, donc maintenant, on va arriver sur la démo. Alors, donc, vous pouvez retrouver la démo en PHP à cette adresse. Ce qu'il y a, c'est que Anton a fait une démonstration en Elixir. Et je voulais aussi m'attarder à Elixir. Quelle est la différence avec PHP? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que Elixir est un langage qui est vraiment approprié à ces histoires de parallélisme. Là, ce qu'il faut voir, c'est que ce que j'ai parlé tout à l'heure de la partie asynchrone, il ne faut pas confondre asynchrone et parallélisme. En effet, PHP est un processus monothread. Cependant, Elixir, c'est un langage qui était dédié justement à lancer des processus multithread. Et donc, qu'est-ce que ça va changer? C'est-à-dire que lorsque je vais être dans mes rails en PHP, eh bien, en fait, je ne vais pas avoir ces histoires de mémoire partagée. Donc, si, en fait, dans mon rail, j'ai un problème au niveau de ma mémoire et qu'un rail venait à exploser, eh bien, en fait, c'est tout mon système qui va exploser. Par contre, en Elixir, on n'aura pas ce problème puisque on peut spammer, du coup, ces éléments. Alors, voici la démo. Donc, du coup, on va passer au niveau du code. Et on va commencer par l'information paquet. Alors, l'information paquet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'enveloppe de Symfony. Et c'est tout. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Et l'enveloppe, c'est ce qui nous est nécessaire puisqu'on va avoir un message. Un message, c'est un objet, quel qu'il soit. Et en fait, dedans, eh bien, il va contenir la donnée. Et maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un rail. Donc, un rail, c'est donc une classe qui va demander deux choses. La première chose, c'est un job, c'est une closure. Une closure, en fait, ça peut être dans notre cas, donc soit une fonction anonyme qui fera le job, soit directement un générateur. Et ici, du coup, on peut scaler notre rail directement. Et qu'est-ce qui va se passer? Du coup, quand je vais invoquer mon rail, eh bien, je vais lui donner une IP. Alors, le paramètre throwable, c'est lorsqu'il y a, c'est pour le rail d'exception. Mais dans le cas courant, du coup, le rail va avoir une IP. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, eh bien, en fait, le rail va avoir des jobs. Eh bien, s'il est saturé en job, du coup, je dis, non, l'IP, je ne la prends pas en charge, ça sera plus tard. Par contre,
Si j'ai assez d'éléments pour faire marcher mon job, et bien du coup, et bien en fait, ce que je vais faire, c'est clipper. Donc je vais dire, voilà, bah, le job, il est pris. Et en fait, je vais instancier une coroutine. Donc la coroutine, c'est une fonction de la lib AMP. Et une coroutine, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais prendre mon job et les données de mon message, de mon IP. Et l'exception, c'est pour le rel d'erreur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, lorsque j'ai la coroutine a fini son travail, eh bien, je vais tout simplement libérer l'espace pour dire, voilà, bah, le rel a fini le job, il peut traiter d'autres IP. Et ensuite, j'ai aussi un pipe. Donc le pipe, ça permet de connecter les rails entre eux. Donc c'est intéressant. Donc je peux préciser en fait en callback le prochain rail. Donc voilà, juste sur ce point, on va faire un premier exemple. Et donc dans cet exemple, je vais donc ici avoir un générateur dans lequel on va simuler par exemple une opération dite light qui va être une opération d'addition. Et donc là, donc j'ai mis des printf pour pour que ce soit plus joli à l'affichage. Et là, un job 2 dans lequel bah, je vais avoir une opération de multiplication et on va dire un light, mais dans une fonction anonyme. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets mon rail, je mets mes jobs, je les scale. Et en fait, je vais avoir un pool d'IP. Pour chacun de mes rails, je vais dire bah, la logique, voilà, bah, mon rail 0, lorsque tu as fini, bah, je vais connecter ma pool IP dans mon rail 1. Et lorsque mon rail 1 a fini donc le traitement de l'IP, bah, je vais dire voilà, bah, retire-moi de la pool d'IP. Et là, en fait, je vais instancier. Donc là c'est mon IP, donc je vais mettre mes données à l'intérieur. Donc IP warp, je mets les données, donc un array objet. Et dedans, bah, je vais lui dire voilà, bah, tu démarres au rail 1. Et en fait, bah, là, je vais prendre l'event loop. Et l'event loop, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste itérer donc, par l'intermédiaire du tick. Donc, une event loop, c'est dans cette représentation, une event loop a un tick à chaque itération. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai juste, en fait, à itérer sur mes rails. Et dès que j'ai plus d'IP dans ma loop, eh ben, j'arrête. Voici en concret donc, comment ça marche. Donc là, si je fais l'exemple 1, eh bien, on peut voir qu'on a effectivement ces histoires de concurrence. Donc là, par exemple, c'est mon job 1 et bah, par exemple, là, le job 4 a fini avant le 3. Donc on a vraiment de l'asynchrone. Voilà, donc là, par exemple, j'ai démarré le 3 et j'ai fini le 2, là, ici. Et donc, on peut voir ici que j'ai bien l'information qui a circulé entre mes différents rails. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste à définir dans notre schéma? Eh bien, c'est le superviseur. Le superviseur, eh bien là, on va mettre en place toute la Symfony Messenger, donc la partie message. Et qu'est-ce que ça va être? En fait, ça va être un objet dans lequel on va avoir donc le receiver de Symfony Messenger, le sender, donc c'est un consumer, et mes différents rails. Et si je veux, bah, je peux aussi mettre un rail d'erreur. Donc là, lorsqu'on instancie le superviseur, je vais dire à chacun de mes rails quel sera l'état de mon IP après que tu aies exécuté correctement le job. Et donc là, je passe par le state. Et donc en fait, là, c'est exactement la même chose qu'on a vu tout à l'heure. En fait, je vais runner donc mon superviseur. Et en fait, ça va être une loop, event loop, dans laquelle en fait, je vais avoir mon producteur qui va récupérer l'information à chaque itération. Et lorsque j'aurai des nouvelles IP, eh bien, je vais l'ajouter donc mon IP dans ma pool et je vais passer l'IP donc à l'état suivant qui consiste à aller au premier rail. Et qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, je vais itérer chacun de mes rails lorsque j'ai par rapport à ma pool d'IP. Et donc rapidement, donc l'état suivant, c'est si j'ai une exception, eh bien directement en fait, je vais dans mon rail d'erreur, sauf si entre guillemets bah, j'ai pas déclaré de rail d'erreur, bon bah je rejette mon IP. Par contre, bah sinon je me mets directement dans l'état du rail que j'avais seté. Et sinon, bah si j'ai fini, en fait je vais dire bah voilà, je retire l'IP de ma pool. Et en fait, là, je vais accuser réception, mon producteur, que l'IP a bien été traité. Donc ça, c'est important, c'est entre guillemets, dans Symfony Messenger, lorsque votre programme plante, vous avez bien les informations qui restent en termes de messages.
Donc ça, c'est pour ça qu'il est intéressant d'accuser réception tout à la fin. Et le consumer, bah, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dit: «OK, bah, c'est bon, envoie, l'IP». Alors maintenant, le client, bah, qu'est-ce que c'est? C'est juste un sender et un receiver dans lequel je peux avoir une opération de call. Qu'est-ce que ça fait un call? Bah, c'est mon objet dans lequel je vais le warper dans mon IP avec le sender. Et après, j'ai une opération de wait dans lequel je vais pouvoir attendre la résultante de mes messages. Alors oui, donc là, je crois, il me reste que... Alors voilà, donc concrètement, donc là, l'exemple final, c'est le serveur. Donc là, je vais reprendre l'exemple qu'on a traité donc, dans le schéma de la présentation. Donc j'ai un générateur avec une opération, on va dire light, pareil, qui fait de l'addition. Multiplié par 2, donc là, c'est une opération, on va dire heavy, qui prend 4 à 6 secondes. Et entre guillemets, j'ai simulé qu'on a une chance sur 3 d'avoir un message d'erreur. Et là, on a une opération d'une fonction anonyme, on va soustraire 3. Et là, c'est mon job d'erreur qui va traiter s'il y a une erreur. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, j'ai mon rail, je les instancie, et donc là, je les scale. Et là, j'ai mon rail d'erreur que je vais scaler, par exemple, à 2. Et en fait, là, donc, je vais déclarer ma connexion. Donc là, j'ai utilisé, pour l'exemple, une connexion doctrine dans laquelle je vais avoir mon transport. Puisqu'un transport, c'est à la fois un sender et un receiver. Et donc, mon superviseur, je l'instancie et je le run. Au niveau de la partie client, eh bien, c'est pareil. Du coup, je vais avoir mon client avec mon transport qui est la même connexion doctrine que précédemment. Et du coup, bah, je vais instancier donc, mes données. Donc là, comment dire, j'ai fait en sorte que mes IP, en fait, je les instancie avec, on va dire, une IP pour les reconnaître, avec un ID et donc mon nombre que je veux calculer. Là, donc, j'ai fait en sorte de mettre le client va envoyer 3 IP en simultané avec un delay donc, de 1 à 10. Et ensuite, je vais juste attendre les résultats donc, de mon client. Donc, qu'est-ce que ça se donne en exemple? Donc là, je vais clear. Donc, je vais PHP exemple, je vais lancer mon serveur. Donc là, j'ai mon serveur qui est lancé. Et donc là, j'ai ouvert 2 fenêtres. Pourquoi? Parce que, hop, PHP exemple. Donc là, je vais mettre, donc là, c'est pas le 1, je vais mettre le 2, client. Il me semble que j'avais le 2. Donc là, en fait, je vais lancer mes 2 clients en simultané. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois que du coup, mon serveur va procéder au calcul de mes résultats. Et donc là, par exemple, j'ai l'IP du job 0 et 2. Vous voyez, par exemple, là, le job 2, il a mis 5 secondes, le délai de 5 secondes. Donc, je les ai reçus en premier. Là, j'ai eu 8, 6, comment dire? Donc là, par exemple, j'ai eu 10 secondes. Donc là, c'est normal. Ici, j'ai celui-là qui est passé en premier. Là. Enfin, comment dire? Le client 2 a mis le job 0 en premier. Et ce que vous pouvez voir, c'est que du coup, j'ai à la fois donc, mes exceptions, mais aussi mes calculs qui sont faits. Et donc là, mes deux clients ont retourné donc, tout à la fin mes différents résultats de mes différents appels d'IP. Voilà pour la démo. Et donc, ici, voilà, c'est fini. Donc, bien sûr, je mettrai les exemples. J'ai tous les exemples sur mon GitHub. Vous pouvez les faire un tour, hein, bien sûr. Et bien sûr, c'est le moment des questions. Et je vais repasser la main. Voilà. Bon, ça va Mathieu? Oui. Alors, on va regarder s'il y a des questions. Alors, le sujet a été assez velu. J'avouerais que c'était pas toujours évident. J'ai demandé s'il y avait des questions. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça vous a laissé... je pense que tout le monde était concentré à essayer de comprendre tout ce que tu nous racontais.
Donc, j'ai demandé s'il y avait des questions, mais je ne vois pas pour l'instant de questions. Donc, si vous avez des questions, je vois qu'il y a une quinzaine de personnes qui regardent, donc Oui. ils sont là. Pendant à peu près toute la durée du talk, on avait à peu près 15-20 personnes qui étaient présentes. Oui. Est-ce que vous avez des questions? En attendant, et je vais t'en poser quand même, oui. jamais. Donc, c'est marrant parce que Railway, est-ce qu'il y a un rapport avec le rail zut, j'ai perdu. Aide-moi. Le rail. Alors, comment dire? En fait, moi, quand j'ai fait cette présentation, c'est surtout parce que c'est un long chemin par rapport à tout ça. C'est vrai que par rapport à cette présentation, il y a beaucoup de concepts qui sont introduits et c'est sûr que c'est difficile. En fait, là, si vous allez sur mon dépôt, vous pouvez regarder justement les différentes présentations qui reprend justement chacun des concepts. Parce que le flow-based programming, c'est un concept qui a son talk à part entière. Ensuite, le Railway Oriented Programming a aussi son talk. Et par exemple, ces notions d'asynchrone, eh bien, c'est aussi des talks qui sont vraiment intéressants. J'ai mis les liens dans le GitHub. Je vous invite à regarder. Il y avait deux talks en 2008 et aussi l'article de Nikitov qui était vraiment très bien, qui a introduit en fait ces histoires de coroutine. Après, ce que je peux aussi ajouter, donc, c'est que là, j'ai vu qu'en PHP 8.1, il va y avoir aussi la sortie de la RFC qui s'appelle Filler. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Fiber, tout à fait. Fiber qui va sortir en 8 ans. Ouais. Et donc, du coup, moi, ça m'a interpellé puisque, en fait, finalement, ça ne va pas changer fondamentalement grand-chose à cette présentation. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est que Fiber, par rapport au générateur, cela va permettre en fait de fluidifier l'intégration entre les parties synchrones et asynchrones. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en PHP, il faut différencier aussi ce qui relate du parallélisme et du synchrone. Alors, piège, parce que du coup, en fait, ce concept, c'est aussi mettre des guillemets, puisque en PHP, c'est un processus qui est monothread. Par contre, l'approche, en termes de représentation structurelle, est quelque chose qui est implémentable, puisque on l'a vu. j'ai des petites questions qui commencent à arriver. Oui. Mais Kevin disait, mais il comprenait pas pourquoi tu n'avais pas utilisé Supervisor, Rabbit, Messenger, Bundle. Je pense qu'il n'a pas compris que, enfin, il comprenait pas pourquoi tu avais refait. Il a eu l'impression que tu avais refait quelque chose, mais différemment. En fait, ici, c'est surtout ce qu'il y a, c'est que Messenger, c'est un élément qui va justement pouvoir faire en sorte de paralléliser. Dans ce que j'expliquais, c'était la problématique du départ, c'était justement de concevoir des systèmes qui sont, entre guillemets, scalable nativement, mais aussi qu'on puisse avoir ces opérations que l'on puisse déclarer en matière unitaire. Et ces opérations unitaires, on les retrouve dans l'approche flow-based programming et Railway Oriented Programming. Et donc, du coup, c'est vraiment un mélange des deux connaissances qui permettent justement d'approfondir cette approche de Railway Oriented Programming. Anton Michev, qui a fait l'exposé, ce qu'il y a, c'est que sur Internet, j'ai vraiment trouvé aucune ressource à part lui qui a présenté ça. Il y a vraiment que lui qui a fait cette présentation. Et moi, en fait, je suis tombé sur cette présentation par rapport à des besoins que je ne trouvais pas ailleurs. Et c'est vrai que c'est difficile pour en revenir à la question, c'est que Symfony Messenger va fournir des éléments justement de travail d'asynchrone, mais en général, ces éléments, ça sera des choses
typiquement qu'on retrouvera pour des problématiques de montée en charge, quoi. Mais là, c'est aussi de voir comment on peut assembler un programme en termes de Lego, quoi. Ok, donc tu veux dire que c'est une approche un peu différente qui consiste un peu à faire du Lego, à assembler les choses comme tu mettais son schéma avec tes rails, tu assembles en fait Ce qu'il y a, différentes c'est briques. qu'il y a beaucoup de problématiques. Par exemple, il y a la problématique des TD, mais il y a aussi la problématique, comment ça s'appelle, avec les histoires d'interface. Là, j'ai oublié le concept, c'est le. Et ce qu'il y a, c'est que en fait, toutes ces approches sont de l'ordre de l'interprétation. Et donc là, ici, c'est un peu la même chose. On va interpréter. Donc moi, par exemple, j'ai interprété ce que a voulu décrire Anton en Elixir. Et je l'ai interprété par rapport aux éléments que j'avais en PHP. Mais effectivement, ces approches, que ce soit le Railway Oriented Programming ou le Flow-Based Programming, c'est des interprétations qu'on peut avoir en termes de conception d'architecture. Ouais, ça me fait penser, quand tu m'avais présenté la première fois le concept, ça m'avait fait penser un peu à la présentation qu'on avait eue par Frédéric Hardy sur le East Oriented Programming, le fait en fait, on envoie au suivant et une espèce d'enchaînement en quelque sorte. Du coup, je pense c'est des concepts comme ça un peu message. Tu passes au suivant et voilà, tu drops. Effectivement, quand tu m'as parlé de ça, je suis allé voir et j'ai mis les liens dans le GitHub par rapport à ça. D'accord. Ok. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a assez peu de littérature sur cette approche. Et il y a peut-être en effet quelque chose à creuser. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont présents ce soir qui s'intéressent au sujet, mais je vous invite à vous rapprocher de Mathieu, peut-être pour creuser et pourquoi pas sortir un framework ou je ne sais pas quoi basé sur ce type. Eh bien, je serais ravi d'en parler. J'ai aussi des approches par rapport à ça. Eh bien, ce qu'on va faire, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on a une map Work Adventure. Je ne sais pas si tu connais, toi, Mathieu. Oui, on a une map qui a été créée pour le super apéro à Fupren. Et donc, j'invite tout le monde. Alors, j'ai mis le lien dans le chat. Je vais le remettre tout de suite à l'instant même. Voilà. Donc, j'ai remis le lien dans le chat et je vous invite tous à vous joindre à nous et à aller sur Work Adventure et puis continuer éventuellement à discuter sur Work Adventure. Alors, pour information, sur Work Adventure, quand vous vous approchez avec votre petit personnage, vous approchez d'un autre, il va y avoir un cercle qui va se dessiner autour de vous. Et donc là, il y a une connexion Jitsi qui va se mettre en place, donc une visio qui va se mettre en place. C'est de la visio pair à pair, d'accord? Donc c'est vraiment une connexion pair à pair en Jitsi, et donc c'est limité à 4 personnes. Par contre, il y a des endroits où on peut s'asseoir. Il y a une salle, je crois, où lorsqu'on y va, alors il faudra que j'aille voir parce que j'ai pas checké, je vous avouerai, et on peut être un peu plus nombreux. Voilà. Donc baladez-vous, rencontrez les gens. Ce qui peut être intéressant, c'est ne restez pas tout seul. N'attendez pas qu'on vienne vous voir. Si vous voyez quelqu'un, allez le voir. Et puis parfois, par le hasard des rencontres, eh bien, on découvre que finalement quelqu'un fait du PHP et est tout simplement votre voisin. Ou alors vous pouvez discuter avec quelqu'un qui est très loin de chez vous. Mais c'est toujours intéressant et je pense que la richesse des rencontres dans ces moments-là est intéressante. Donc Mathieu, je t'invite éventuellement à te joindre à nous sur Work Adventure. Oui. Et puis n'hésitez pas. Alors je sais pas quel pseudo tu veux utiliser, c'est limité en nombre de caractères, hein, comme dans les jeux, les vieux jeux vidéo. Mais si tu mets Mathieu, je pense qu'on saura que c'est toi. D'accord. Ça sera ça, oui. Et, voilà. Et moi, le petit personnage avec une épée et un bouclier, Fred, ben, c'est moi. Voilà. Donc on se retrouve sur Work Adventure. Merci à tous. Je vais arrêter la diffusion sur YouTube. Merci beaucoup. À bientôt et bonne soirée pour ceux qui ne viennent pas sur Work Adventure, mais venez quand même.